Bienvenue à Internet. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une expérience qui a très mal tourné. Elle concernait 5 sujets tests qui étaient privés de sommeil à l'aide de méthodes non morales. Je vais donc vous lire cette creepypasta ainsi que vous l'expliquer ainsi que son origine. Découvrons alors cette sombre histoire qui a mal tourné. Bienvenue dans un nouvel épisode. Partie 1. L'expérience russe du sommeil. À la fin des années 1940, des chercheurs russes ont maintenu 5 personnes éveillées pendant 15 jours à l'aide d'un stimulant expérimental à base de gaz. Elles étaient maintenues dans un environnement clos afin de surveiller attentivement le rapport en oxygène, afin que le gaz, toxique à forte concentration, ne les tue pas. À l'époque, les caméras en circuit fermé n'existaient pas. Ils ne disposaient donc que de microphones et de hublots en verre de 12,7 cm d'épaisseur pour les surveiller. La chambre était équipée de livres et de lits de camp, ainsi que de l'eau courante, de toilettes et de suffisamment de nourriture sèche pour les 5 personnes pendant plus d'un mois. Les sujets testés étaient des prisonniers politiques considérés comme ennemis de l'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout s'est bien passé pendant les 5 premiers jours. Les sujets se sont à peine plaints, car on leur avait promis qu'ils seraient libérés s'ils se soumettaient au test et restaient inactifs pendant 30 jours. Leurs conversations et leurs activités ont été surveillées, et on a constaté qu'ils continuaient à évoquer des incidents passés de plus en plus traumatisants. Le ton général de leurs conversations a pris une tournure plus sombre après le 4e jour. Au bout de 5 jours, ils commencèrent à se plaindre des circonstances et des événements qui les avaient conduits là où ils se trouvaient, et manifestèrent une paranoïa sévère. Ils cessèrent de se parler et commencèrent à chuchoter alternativement dans les microphones et les hublots à miroir sans teint. Étrangement, ils semblaient tous croire qu'ils pourraient gagner la confiance des scientifiques en livrant leurs camarades, les autres sujets captifs avec eux. Au début, les chercheurs soupçonnèrent qu'il s'agissait d'un effet du gaz lui-même. Au bout de 9 jours, le premier d'entre eux se mit à hurler. Il parcourut la chambre à plusieurs reprises, hurlant à plein poumon pendant 3 heures d'affilée. Il continua alors à tenter de crier, mais ne parvenait qu'à émettre des couinements occasionnels. Les chercheurs supposèrent qu'il s'était physiquement déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement résidait dans la réaction des autres captifs, ou plutôt, leur absence de réaction. Ils continuèrent à chuchoter dans les microphones jusqu'à que le deuxième captif se mit à hurler. Les 2 captifs, qui ne hurlaient pas, démontèrent les livres, enduisirent page après page de leur ex et les collèrent calmement sur les hublots. Les hurlements cessèrent aussitôt. C'est ce qu'ont fait les murmures dans les microphones. 3 jours plus tard, les chercheurs ont vérifié les microphones toutes les heures pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Estimant impossible qu'aucun son ne soit émis avec 5 personnes à l'intérieur, la consommation d'oxygène dans la chambre indiquait que les 5 personnes devaient être encore en vie. En réalité, c'était la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient lors d'un exercice physique intense. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone à l'intérieur de la chambre, espérant provoquer une réponse de la part des personnes qui craignaient être mortes ou des légumes. Ils ont annoncé « Nous ouvrons la chambre pour tester les microphones. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous sur le sol où vous serez abattu. En vous conformant à ces instructions, l'un d'entre vous gagnera sa liberté immédiate. » À leur grande surprise, ils entendirent une voix calme répondre en une seule phrase. « Nous ne voulons plus être libérés. » Un débat éclata entre les chercheurs et les forces militaires finançant la recherche. Incapable de susciter davantage de réactions par l'interphone, il fut finalement décidé d'ouvrir la chambre à minuit le 15e jour. La chambre fut vidée du gaz stimulant et remplie d'air frais. Aussitôt, des voix provenant des microphones commencèrent à protester. 3 voix différentes implorèrent, comme pour la vie de leurs proches, de rouvrir le gaz. La chambre fut ouverte et les soldats furent envoyés récupérer les sujets. Ils se mirent à crier plus fort que jamais, et les soldats firent de même en découvrant ce qu'il y avait à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient encore en vie, même si personne ne pouvait qualifier à juste titre leur état de vivant. Les rations alimentaires du 5e jour n'avaient même pas été touchées.
Des morceaux de viande provenant des cuisses et de la poitrine du sujet mort avaient été enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bloquant et laissant s'accumuler 10 cm d'eau au sol. La quantité précise de sang dans l'eau au sol n'a jamais été déterminée. Les 4 sujets survivants présentaient également d'importants arrachements de muscles et de peau. La destruction de la chair et des os exposés au bout des doigts indiquait que les blessures avaient été infligées à la main, et non avec les dents comme les chercheurs l'avaient initialement pensé. Un examen plus approfondi de la position et des angles des blessures a révélé que la plupart, voire la totalité, étaient auto-infligés. Les organes abdominaux situés sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés. Si le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place, la peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, exposant les poumons à travers la cage thoracique. Tous les vaisseaux sanguins et organes étaient restés intacts, mais avaient été retirés et disposés au sol, s'étalant autour des corps, mais encore vivants des sujets. Le tube digestif des 4 sujets fonctionnait, digérant la nourriture. Il devint rapidement évident qu'ils dirigeraient leur propre chair, arrachée et mangée pendant des jours. La plupart des soldats étaient des agents spéciaux russes présents sur le site, mais beaucoup refusaient de retourner dans la chambre pour extraire les sujets d'expérience. Ces derniers continuaient à hurler pour qu'on les laisse dans la chambre et imploraient qu'on rallume le gaz, de peur de s'endormir. À leur surprise générale, les sujets de l'expérience se sont livrés à une lutte acharnée pour être évacués de la chambre. L'un des soldats russes est mort égorgé, tandis qu'un autre a été grièvement blessé par l'arrachement de ses testicules et la section d'une artère de sa jambe par une dent. 5 autres soldats ont perdu la vie, si on compte avec ceux qui se sont suicidés dans les semaines qui ont suivi l'incident. Au cours de la lutte, l'un des 4 sujets vivants a eu la rate rompue et s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de le sédater, mais cela s'est avéré impossible. On lui a injecté une dose 10 fois supérieure à celle d'un dérivé de la morphine, et il a continué à se débattre comme un animal acculé, brisant les côtes et le bras d'un médecin. On a vu son cœur battre pendant 2 minutes après l'hémorragie, à tel point qu'il n'avait plus d'air dans son système vasculaire que de sang. Même après l'arrêt du battement, il a continué à crier et à s'agiter pendant 3 minutes supplémentaires, s'efforçant d'attaquer quiconque à sa portée et répétant sans cesse le mot « encore », de plus en plus faible, jusqu'à qu'il finisse par se taire. Les 3 sujets survivants ont été lourdement attachés et transférés dans un établissement médical, les 2 avec des cordes vocales intactes demandant continuellement du gaz, exigeant d'être maintenus éveillés. Le plus blessé des 3 fut transporté dans la seule salle d'opération chirurgicale de l'établissement. Lors de la préparation du patient à la réimplantation de ses organes, on découvrit qu'il était immunisé contre le sédatif administré et il lutta furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant lui fut injecté pour l'endormir. Il réussit à déchirer presque entièrement une lanière de cuir de 10 cm de large fixée à un poignet, malgré le poids d'un soldat de 90 kg qui le tenait. Il ne fallut qu'un peu plus d'anesthésiant que d'habitude pour l'endormir, et à l'instant où ses paupières battirent et se fermèrent, son cœur s'arrêta. L'autopsie du sujet décédé sur la table d'opération a révélé que son sang contenait 3 fois plus d'oxygène que la normale. Les muscles encore attachés à son squelette étaient gravement déchirés et il s'était cassé 9 os en luttant pour ne pas être maîtrisé. La plupart de ces fractures étaient dues à la force exercée par ses propres muscles. Le deuxième survivant fut le premier du groupe de 5 à hurler, ses cordes vocales étant détruites. Il était incapable de supplier ou de s'opposer à l'opération. Il réagit seulement en secouant violemment la tête en signe de désapprobation lorsque le gaz anesthésiant fut amené près de lui. Il secoua la tête lorsque quelqu'un suggéra, à contre-cœur, de tenter l'opération sans anesthésie, et resta muet pendant les 6 heures de l'intervention, au cours desquelles il remplaça ses organes abdominaux et tenta de les recouvrir de ce qui restait de la peau. Le chirurgien qui présidait l'opération répéta à plusieurs reprises qu'il était médicalement impossible que le patient soit encore en vie. Une infirmière, terrifiée, assistant à l'opération, raconta avoir vu le patient sourire à plusieurs reprises, chaque fois que son regard croisait le sien. À la fin de l'opération, le patient regarde le chirurgien et commença à siffler bruyamment, tentant de parler malgré ses difficultés.
Pensant qu'il s'agissait d'un événement d'une importance capitale, le chirurgien fit venir un stylo et un bloc-notes pour que le patient puisse écrire son message. C'était simple. Continuez à couper. Les deux autres sujets ont subi la même intervention. Sans anesthésie, le chirurgien a constaté qu'il était impossible de pratiquer l'opération tant que les patients riaient sans arrêt. Une fois paralysés, les sujets ne pouvaient que suivre les chercheurs présents des yeux. Le paralysant a libéré leur organisme en un temps anormalement court, et ils ont rapidement tenté de se libérer de leurs liens. Dès qu'ils ont pu parler, ils ont redemandé le gaz stimulant. Les chercheurs ont tenté de leur demander pourquoi ils s'étaient blessés, pourquoi ils étaient arrachés les entrailles et pourquoi ils souhaitaient recevoir à nouveau du gaz. Une seule réponse leur a été donnée. Je dois rester éveillé. Les 3 sujets ont été maintenus en laisse et replacés dans la chambre, en attendant que l'on décide de leur sort. Les chercheurs, confrontés à la colère de leurs bienfaiteurs militaires pour avoir manqué aux objectifs fixés par leur projet, ont envisagé d'éliminer les sujets survivants. Le commandant, un ancien du KGB, a plutôt vu le potentiel et a voulu voir ce qui se passerait s'ils étaient remis sous gaz. Les chercheurs ont fermement protesté, mais leur décision a été rejetée. En prévision de leur retour dans la chambre, les sujets furent reliés à un moniteur EEG et leurs liens rembourrés par un confinement prolongé. À la surprise générale, tous 3 cessèrent de se débattre dès qu'on a appris qu'ils allaient remettre le gaz. Il était évident qu'à ce stade, ils luttaient tous les 3 pour rester éveillés. L'un des sujets parlant fredonnait bruyamment et continuellement. Le sujet muet tirait de toutes ses forces sur les liens de cuir, d'abord à gauche, puis à droite, puis encore à gauche, pour trouver un point de mire. L'autre sujet relevait la tête de l'oreiller et clignait rapidement des yeux, ayant été le premier à être branché à l'appareil EEG. La plupart des chercheurs surveillaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais parfois stagnaient inexplicablement. On aurait dit qu'il souffrait de mort cérébrale à répétition, avant de revenir à la normale. Alors qu'il se concentrait sur le papier qui défilait du moniteur d'ondes cérébrales, une seule infirmière vit les yeux de l'homme se fermer au moment où sa tête touchait l'oreiller. Ces ondes cérébrales ont immédiatement changé pour celles d'un sommeil profond, puis se sont arrêtées pour la dernière fois alors que son corps s'arrêtait en même temps. Le seul sujet encore capable de parler s'est mis à hurler pour être enfermé. Ces ondes cérébrales affichaient les mêmes lignes plates que celles de celui qui venait de mourir endormi. Le commandant donna l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que les 3 chercheurs. L'un des 3 nommés dégaina aussitôt son arme et tira à bout portant sur le commandant entre les 2 yeux, puis braqua son arme sur le sujet muet et lui fit également sauter la cervelle. Il pointa son arme sur le sujet restant, toujours attaché à un lit, tandis que les autres membres de l'équipe médicale et de recherche quittaient la pièce. « Je ne veux pas rester enfermé ici avec ces choses. Pas avec toi. » hurla-t-il à l'homme attaché à la table. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-il. « Je dois savoir. » Le sujet sourit. « Avez-vous oublié si facilement ?» demanda le sujet. « Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui sommeille en vous tous, implorant d'être libérés à chaque instant, au plus profond de votre esprit animal. Nous sommes ceux dont vous vous cachez dans vos lits chaque nuit. Nous sommes ceux que vous endormez jusqu'au silence et à la paralysie lorsque vous vous rondez dans cet havre nocturne où nous ne pouvons pas rentrer. » Le chercheur marqua une pause, puis visa le cœur du sujet et tira. Le EEG s'arrêta net tandis que le sujet s'étranglait faiblement. « Alors, presque libre. Partie 2. Origine et explication. » Je viens de vous lire une des creepypastas des plus connues, voire même la plus connue, car elle a très vite pris de l'ampleur sur internet depuis 2010, la date où elle a été postée par l'utilisateur Orange Soda. Son vrai nom est inconnu. Cette creepypasta a extrêmement bien marché car des personnes ont pensé que cette histoire était réelle ou s'était inspirée d'une histoire vraie, à cause des études scientifiques que vous avez pu entendre. Donc est-ce que cette expérience a-t-elle vraiment existé ? La réponse est évidemment que non. Il y a bien eu des expériences perturbantes pendant la guerre, mais pas avec un gaz qui permet de rester réveillé pendant des semaines. Et il y a eu des recherches pour créer un médicament où les soldats resteraient réveillés plus longtemps, mais cela n'a pas marché. Autre chose qui a fait penser que cette expérience était réelle est cette image légendaire d'Internet,
où on verrait un sujet test. Cela est aussi faux et il s'agit en réalité d'une statue. Elle a été créée par Morbid Enterprise en 2005 pour tout simplement fêter Halloween. Vous connaissez à présent l'origine de l'image de l'expérience russe du sommeil. La dernière question que j'ai envie de vous expliquer est ce que se passe-t-il si vous commencez à rester réveillé sans dormir ? Partie 3. Que se passe-t-il si vous ne dormiez plus ? Alors imaginez-vous que vous avez envie de tester ou de savoir que se passe-t-il si on tente cette expérience. Ce qui est très bizarre comme idée en passant. Eh ben, vous aurez très vite des symptômes pas très agréables. Après vos 2 premières nuits blanches, vous aurez déjà peut-être des symptômes comme des épisodes de sommeil léger qui dureront une 30aine de secondes, ce qui amène votre cerveau dans un état proche du sommeil. Ces sommeils légers viendront involontairement et vous ne pourrez pas les contrôler. Après 3 à 4 jours sans dormir, d'autres symptômes plus dérangeants vont survenir, comme des hallucinations, des déficits cognitifs, de l'irritabilité, des délires, de la paranoïa et encore des psychoses. Bref, vous êtes juste pas bien. De rater plusieurs nuits peut d'ailleurs amener des problèmes de santé avec le temps. Donc de faire des expériences du sommeil n'est clairement pas une bonne idée. J'ai trouvé un document où apparemment une personne aurait réussi à ne pas dormir pendant une série de 11 jours, ce qui fait beaucoup. Mais on ne sait pas vraiment encore au bout de combien de temps peut vivre un humain sans sommeil. Mais ces documents seront peut-être pour un prochain épisode. J'espère que vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.